Bien, bonsoir et merci d'être revenu en deuxième semaine, comme on dit dans les jeux télévisés, pour beaucoup d'entre vous. Je voudrais vous rappeler, avant de commencer ce premier véritable cours, après celui de la semaine dernière qui était un grand balayage, et sans doute trop grand, me dit-on, mais j'en suis tout à fait conscient. Donc je voudrais vous rappeler le développement, le déploiement de ce cours. Je n'en ai pas parlé la semaine dernière. Donc 5 séances maintenant qui correspondent à une tentative d'analyse d'ensemble des transformations de l'architecture française depuis le début du XXe siècle. Aujourd'hui, plus autour de la question des politiques sociales et donc des extensions urbaines, essentiellement dans l'entre-deux-guerres. Et exceptionnellement, comme vous le savez, puisque vous êtes ici un mardi, les semaines suivantes, toujours le mercredi, guerre et reconstruction la semaine prochaine, puis autour de la conjoncture de la haute croissance que l'on a désormais coutume de dénommer les 30 glorieuses, un propos centré sur les grandes politiques d'État, les programmes de la modernisation de manière beaucoup plus concrètes dans la même période, et enfin des aperçus sur les transformations de l'architecture depuis le début des années 70 au travers des crises successives et devenues chroniques. Je vous rappelle aujourd'hui aussi que le 23 juin, qui est un lundi, il y aura toute la journée un colloque autour des thèmes du cours et de ceux de la Biennale de Venise, colloque auquel participeront des historiens comme Carlo Olmo de Turin ou Christian Freigang de Berlin, des sociologues comme Jean-Louis Violot, des architectes comme Marc Barani et Gaël Pénaud, et quelques autres intervenants. Je vous en donnerai le programme plus détaillé la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, réforme sociale et modernité. Mon propos se situe pour l'essentiel dans l'entre-deux-guerres, et je le marquerai pour commencer, peut-être avec une lumière un peu plus atténuée, je le marquerai pour commencer avec cette image qui est publiée, ce collage qui est publié par Malest Evans dans un article de la Revue des chemins de fer en 1935. Malest Evans présente une carte de France qui est la carte des projets modernes, des réalisations modernes, centrées sur la région parisienne, mais on y voit apparaître aussi bien l'hôtel Latitude 43 de Georges-Henri Pinguisson que des sanatoriums alpins, que la maison de Malest Evans lui-même à Croix, dans le Nord. On a l'impression que le territoire est envahi et, je dirais, saturé par les architectures modernes. 2 années plus tard, dans la revue L'Architecture d'aujourd'hui, c'est un bilan de l'architecture moderne dans la région parisienne qui est présenté, ensemble d'habitations, hôpitaux comme l'hôpital Beaujon, groupes scolaires. On a là aussi, au travers de cette carte des constructions d'esprit moderne les plus caractéristiques de la région parisienne, on a là aussi l'image d'une présence très forte de l'architecture moderne. Ces 2 cartes sont évidemment des documents de propagande, des documents engagés qui ne rendent pas compte d'une réalité qui est que l'architecture moderne est malgré tout très marginale dans la production française de ces décennies. Et je voudrais aujourd'hui parler d'un des registres de cette architecture. Je ne parlerai pas de la sphère de l'habitation privée ou de la sphère des villas, et pratiquement pas de Le Corbusier, cette grande figure, cet arbre qui cache la forêt. Je voudrais plutôt parler de l'intersection des thèmes de l'architecture moderne, des politiques sociales et de la politique tout court. Donc, Paris 1900 est une ville qui est à son apogée, à l'apogée de son rayonnement culturel dans le monde, qui est une ville traversée par des contradictions de classe, dans laquelle le paysage haussmannien et post-haussmannien a vieilli. Dans cette ville, des cercles réformateurs s'activent. Ils s'activent notamment parce que la France est en proie à une urbanisation assez intense, moins vertigineuse qu'en Allemagne, où l'urbanisation peut être comparée à celle des villes américaines. Elle est malgré tout très vive, à la population urbaine qui était 24% de la population française en 1846 est passée
à 30 en 1866 et elle atteindra 42% en 1906. Dans ce contexte, un faisceau d'actions intervient et conduit à ce que j'appellerais la consolidation institutionnelle du mouvement pour l'art urbain et à celle du mouvement pour l'habitation à bon marché. Dans ce mouvement, des figures se détachent et je voudrais aujourd'hui, je ne crois pas, parenthèse, que le point soit parfait pour ces diapos. Je ne sais pas si on peut l'améliorer. En tout cas, de mon point de vue, si je puis dire, les images sont un peu floues. Je voudrais commencer ce parcours en évoquant la figure d'Eugène Hénard, qui est un élève formé aux Beaux-Arts, qui est issu d'une dynastie d'architectes et qui est un des tout premiers à s'efforcer à donner un visage nouveau à la grande ville. Et il le fait en intervenant sur tous les registres de cette grande ville, à commencer par l'espace de la rue, puisqu'en 1903, il conçoit par exemple ce boulevard à Redans, qui est une alternative à la fois aux voies plantées et aux alignements bâtis haussmanniens. L'idée d'Hénard, vous la voyez peut-être sur ce plan, est de créer des bâtiments à cour ouverte qui permettent de multiplier les linéaires de façades éclairées. Il en élabore aussi de triangulaires qui vont, eux, multiplier les situations d'angle qui sont ces situations sur lesquelles l'architecture parisienne de la fin du XIXe siècle s'est exprimée au mieux. Donc Hénard a une alternative pour l'espace de la rue tel qu'on le voit en plan. Il a aussi une alternative pour l'espace de la rue vu en coupe qu'il précise en 1910 lors de son adresse au premier congrès d'urbanisme qui a lieu à Londres et dans lequel il imagine à la fois des immeubles à toiture terrasse ils sont de véritables machines mécaniques dans lesquelles les automobiles et ces curieux hélicoptères peuvent être stockés dans les caves. Il imagine aussi des rues à étages, un thème qu'il n'a pas inventé, mais qu'il systématise et qui captera l'attention de certains Français. Je pense à Auguste Perret, mais aussi de beaucoup d'Américains, qui à l'époque regardent intensément Paris. La réflexion d'Hénard fait écho à tous les travaux des critiques ou des historiens qui s'intéressent à la rue après Haussmann, qui s'intéressent à la rue comme forme urbaine sociale, comme lieu de spectacle, comme lieu de construction de la collectivité, mais aussi comme système technique. Et c'est surtout, évidemment, le système technique qui fascine Hénard et sur lequel il travaille intensément, inspirant, je l'ai dit, Perret, les Américains et aussi plus tard Le Corbusier. Hénard est une des principales figures de l'institution par laquelle la réforme sociale tente de s'élaborer au début du XXe siècle. Il s'agit du musée social, au sein duquel une section d'hygiène urbaine et rurale est créée en 1908, dont Hénard est un des animateurs. C'est au sein du musée social créé par Jules Siegfried et dans lequel on retrouve des philanthropes catholiques, protestants et parfois socialisants. C'est au sein du musée social qu'Hénard élabore en 1910 le premier plan d'extension de Paris. C'est un document qu'il est intéressant de regarder à l'heure des longs débats sur le Grand Paris. C'est en 1910 que pour la première fois, dans un document, est envisagé le franchissement de l'enceinte fortifiée, qui existe toujours puisqu'elle ne sera détruite qu'en 1919, et la création d'un tissu continu. Vous voyez notamment qu'Hénard étend le système des squares haussmanniens en une grille continue qui s'étend jusqu'à la route de circonvallation reliant les forts détachés de l'enceinte de Thiers. Donc Hénard est très, très actif dans cette réflexion sur l'extension de Paris, qui considère qu'il ne suffit pas simplement de moderniser le réseau des voies, de créer des parcs, mais que c'est une vision générale de la grande ville qui est importante. Au sein du musée social opère une autre figure tout à fait remarquable, un juriste du nom de Georges Benoît Lévy, qui se fait le porte-parole de la Cité-Jardin
idée née en Grande-Bretagne, formulée en 1898 par Ebenezer Howard, au travers de ses ouvrages. Le premier d'entre eux, La Cité-Jardin, en 1904, a une couverture illustrée par un très joli dessin de Victor Prouvé, le père de Jean Prouvé, qui nous montre une famille heureuse sous les ombrages. Benoît Lévy diffusera les images des cités-jardins britanniques, aussi celles des cités-jardins d'Amérique. Il écrira même en 1906 un roman de la cité-jardin dans lequel il imaginera une idylle entre une dactylo française et un jeune employé qui se déroule dans une des premières cités-jardins britanniques. Il ne réalisera rien, il restera un prophète bougonnant et ronchonnant et ressassant ses idées pendant plusieurs décennies, mais ayant laissé derrière lui vraiment l'idée de cette alternative à la grande ville continue. Peu de réalisations accompagnent ou découlent des idées de Benoît Lévy. La principale est une petite cité-jardin toujours debout à Draveil, à côté de Paris, reliée à Paris par les trains de la gare de Lyon. Cette cité s'appelle Paris-Jardin et elle est construite par un architecte, Jean Walter, qui est actif à cette époque. Il est lié à ce qu'il est convenu d'appeler la haute société protestante et notamment au Peugeot et construit plusieurs cités ouvrières autour de Sochaux et Montbéliard. La cité de Paris-Jardin est intéressante car elle s'implante sur le terrain d'un château encore debout et donc articule à la fois les tracés axiaux du jardin du château et les tracés pittoresques sous les futaies dans lesquels les maisons sont implantées. C'est un projet intéressant, je plaçais ce cours sous le signe d'ensemble, sous le signe de la politique. C'est une communauté militante. Pour joindre la coopérative, il ne suffit pas d'acheter une part, ou plutôt, pour acheter des parts de la coopérative, il faut rédiger une profession de foi en 12 pages dans laquelle on atteste de la pureté et de la générosité de ses intentions. Spéculateur s'abstenir ou alors spéculateur habile en rhétorique, si possible. D'autres figures sont proches du musée social tout en ayant une activité autonome et une activité internationale. La principale d'entre elles, et dont le poids en matière de pensée sur le paysage et sur l'urbanisme est tout à fait considérable, est Jean-Claude Nicolas Forestier, ingénieur polytechnicien et paysagiste, conservateur des promenades de Paris, et notamment conservateur du jardin de Bagatelle, de la roseraie de Bagatelle, qu'il avait créé. Forestier, dans son livre de 1906, Grandes villes et systèmes de parcs, s'intéresse à une Amérique nouvelle. Ce n'est plus l'Amérique du milieu du XIXe siècle et le Central Park de Olmsted à New York, c'est l'Amérique de la fin de la carrière d'Olmsted qui imagine, par exemple, le système de parcs de Boston. Sur cette petite image que publie Forestier, le centre de Boston n'est qu'une toute petite partie de l'agglomération à travers laquelle ces lignes ici circulent ce que les Bostoniens appelleront le collier d'émeraude, l'ensemble de parkways, d'avenues promenades et de parcs linéaires, et toute une série d'autres entités qui vont être reliées dans un système unique comptant plus de 150 km de voies. À Chicago, le programme est plus modeste à l'époque, il deviendra très intense aussi. Donc cette France du début du XXe siècle, elle regarde l'Amérique autant que l'Amérique la regarde, puisque vous savez que les programmes d'embellissement de New York au début du XXe siècle visent à, je dirais, haussmanniser New York, à tracer des voies diagonales pour créer des occasions monumentales comme celle du Paris haussmannien. Dans le même temps, les Français commencent à observer New York et les villes américaines, qu'il s'agisse du système de parcs, de la politique des réseaux ferrés et bien sûr de la politique des gratte-ciel. Une génération d'architectes formés à l'école des beaux-arts s'intéresse à l'urbanisme et choisit de s'affirmer dans le domaine de l'urbanisme. Je pense qu'il serait possible de faire une analyse sociale
de l'origine de ces étudiants, comme Léon Josely, Henri Prost ou Tony Garnier, dont je vais parler. Ces étudiants sont sans doute des jeunes gens qui n'ont pas accès à la grande commande institutionnelle garantie au prix de Rome et qui choisissent une autre stratégie pour s'affirmer, qui est celle du travail sur la ville. L'un des plus intéressants est Léon Josely, qui en 1901, pour un concours d'émulation de l'École des Beaux-Arts, élaborait le dessin que vous voyez en haut, celui d'une place du peuple dans une métropole d'un grand État démocratique. En fait, c'est une place créée dans le quartier de la Bastille, ou plutôt un ensemble de places et d'équipements collectifs, qui, dans l'esprit de Josely, qui était socialisant, tend à faire écho aux grands espaces bourgeois de l'Ouest parisien. À la place de la Concorde, à la place de l'Étoile, eh bien, il s'agit de créer une sorte d'équivalent, de pendant populaire dans l'Est de Paris. Josely, en 1905, se fait remarquer car il remporte le concours pour le plan d'extension de Barcelone. Vous voyez ici le plan de Barcelone. On n'y reconnaît plus guère le damier d'Ildefonso-Cerda. La ville est zébrée par des voies en diagonale et surtout, Josely aménage un ensemble un collier de cité-jardin, un collier plutôt de faubourg-jardin tout autour de la ville, dans le même temps qu'il est le premier Français à utiliser une technique d'urbanisme qui aura beaucoup de succès, la technique du zonage ou du zoning. Le plan de Josely n'est pas qu'un plan de rue, ça n'est pas qu'un dessin, c'est aussi un système juridique dans lequel, selon les quartiers, industrie, habitation, commerce ou mélange de ces usages sont autorisés ou même stimulés. Alors, Josely travaille pour le musée social aussi, il participe de loin aux activités du musée social. En revanche, certains de ses collègues sont plutôt farouchement rebelles et hostiles aux institutions. C'est le cas de Tony Garnier. Tony Garnier, pris de Rome comme Josely, qui à Rome s'attire l'ironie de ses camarades. Vous voyez cette caricature conservée sur un album de la Villa Médicis qu'avait trouvé Pierre Pinon il y a quelques années et qui montre le représentant de l'Académie des Beaux-Arts demander à Garnier, le petit barbu avec une pioche qui a trouvé des morceaux d'usine, de lui trouver des colonnes. À droite, le croquis très intéressant qui inspire Garnier dans les réflexions qu'il commence à Rome sur l'idée d'une cité industrielle. C'est un croquis préparatoire d'Émile Zola pour son roman Travail, dans lequel il imagine et dénomme la crècherie une sorte de petit village modèle équipé, idyllique, dans lequel la communauté ouvrière trouverait ses ressources. C'est à partir de sa lecture de Zola que Garnier va élaborer sa cité industrielle, dont vous voyez ici les dessins tardifs, les dessins de la version publiée en 1917. Garnier a toujours fait comme si ce projet était vraiment né en 1901. En fait, il a soigneusement jeté les premiers dessins qui étaient certainement très Art Nouveau dans leur esprit pour reformuler son projet avec un aspect plus moderne. Ce qui n'a pas changé, c'est la disposition générale d'un ensemble urbain dans lequel le sol est propriété municipale, donc l'idée d'une continuité du sol, ce qui est l'expression d'une des positions fortes du mouvement ouvrier français au tournant du XXe siècle, le combat contre la propriété foncière. Évidemment, cette thématique remonte à Proudhon, le combat contre la propriété foncière et les mouvements pour municipaliser le sol. C'est l'hypothèse sur laquelle se fonde la cité de Garnier, au centre de laquelle se trouvent des bâtiments collectifs, ces salles d'assemblée à la forme assez aérodynamique, sur les frises desquelles sont inscrites des citations du roman de Zola, Travail, que j'évoquais plus haut. Dans cette mouvance qui tend à la réforme urbaine
et à la réforme du logement, des problématiques à perspective plus scientifique ou plus scientiste apparaissent. La plus intéressante sans doute est celle d'Adolphe-Augustin Rey, qui est en 1905 le lauréat du concours pour la Fondation Rothschild à Paris. Cet ensemble construit rue de Prague, qui est intéressant car il brise avec le modèle haussmannien, non pas tant dans le profil des bâtiments comme on le faisait à Paris depuis 1902, mais dans le plan. Vous voyez à gauche 4 images qui sont diverses expériences menées sur la circulation de l'air à l'intérieur de cet îlot. Et vous voyez que cet îlot est brisé, les cours sont ouvertes, de manière à ce que l'air puisse circuler, chasser les miasmes et en particulier chasser l'effrayant bacille de la tuberculose. À droite, en coupe cette fois-ci, Rey, dans une publication de cette époque, va s'intéresser à la meilleure manière d'exterminer le même bacille de la tuberculose grâce aux rayons du soleil en créant des surfaces réverbérantes et en dessinant une coupe tout à fait spécifique. Adolphe-Augustin Rey, sur lequel Marie-Jeanne Dumont a écrit de fort belles pages, s'intéresse fortement donc vous le voyez ici, à la ventilation, à l'ensoleillement. Ce sont déjà les thèmes des fonctionnalistes des années 30, l'idée de l'air et de la lumière qui apparaissent ainsi. Et en matière de soleil, il est notamment, grâce à ses amis astronomes, un des premiers à réfléchir sur ce qu'ils dénomment ensemble l'axe héliothermique, c'est-à-dire l'axe qui, dans chaque situation géographique, permet d'implanter les édifices ayant la meilleure orientation solaire. Sur la base de calculs astronomiques, le voici fixé à Paris. Et vous voyez, dans une proposition d'Augustin Rey, après la guerre, comment Paris pourrait être transformé de manière à ce que les immeubles soient parfaitement insolés. Je montre ces deux images car elles indiquent bien que Le Corbusier, grand pourfendeur de l'urbanisme parisien, j'y reviendrai, est tout à fait attaché à l'idée de raser la ville pour la reconstruire de manière rationnelle et salubre, n'était pas totalement un isolé et que cette problématique était celle d'une génération et notamment celle des architectes qui étaient fascinés par l'hygiène. Donc ce projet, cette vision d'Augustin Rey sera publiée dans un manuel d'urbanisme qu'il éditera avec ses camarades astronomes en 1928. J'en termine. Ici, vous voyez sur le terrain le développement du mouvement pour l'habitation à bon marché qui fait écho aux recherches d'Augustin Rey. L'ensemble, si dans son ensemble de l'avenue d'Auménil, Labussière avait essentiellement mis l'accent sur les équipements collectifs, sur les équipements à rez-de-chaussée pour un ensemble de petits logements ouvriers, rue de la Saïda, ensemble très massacré par son propriétaire il y a quelques années, mais dont subsiste un petit coin authentique que j'ai photographié, rue de la Saïda. En revanche, cette idée de la circulation de l'air, des redans permettant un meilleur ensoleillement à linéaire égal, est mise en œuvre avec des matériaux censés être plus sains que le pan de bois plâtré ou que les matériaux habituels des faubourgs parisiens. Enfin, dernière grande figure de cette recherche sur l'habitation à bon marché, dont l'activité s'étend aussi à l'après-guerre, comme Labussière. Labussière deviendra après la guerre architecte de l'Office public d'habitation de la ville de Paris et donc sera très actif pour construire beaucoup des ensembles de logements sociaux parisiens, dans un certain anonymat. Ce ne sera pas le cas d'Henri Sauvage, qui, avant la guerre de 14, travaille dans le domaine de l'habitation à bon marché, avec des édifices qui sont des édifices assez traditionnels, bien que leur silhouette soit assez amusante, leur silhouette soit assez provocante. Il applique en 1922, avec beaucoup de difficultés institutionnelles, rue des Amiraux, le principe des immeubles à gradins qu'il avait élaboré depuis une quinzaine d'années et dont il avait donné un excellent exemple avec l'immeuble de la rue Vavin en 1912.
Quelques portraits qui sont maintenant, dans l'après-guerre, les grandes figures de la politique à intervenir dans le champ de l'architecture et d'urbanisme. Il n'y en a pas énormément, mais certaines des plus importantes et des plus fortes sont ici. Et comme souvent dans l'histoire de l'architecture, les bâtiments ou les ensembles dont je vais parler sont le résultat de l'action directe de certains de ces dirigeants politiques, résultent d'une rencontre directe entre ces figures et les architectes. À gauche, Édouard Herriot, maire radical socialiste de Lyon, qui hérite de Tony Garnier. Ce n'est pas lui qui mobilise Tony Garnier pour réaliser ce que ce dernier appellera les grands travaux de la ville de Lyon. Tony Garnier avait été recruté par son prédécesseur socialiste Victor Augagneur. Mais Herriot assumera et encouragera le programme de Garnier, notamment parce que Garnier lui fournit les équipements qui lui permettent d'imaginer un destin européen pour Lyon, et notamment un destin comparable à certaines grandes villes de foire comme Francfort. Caché derrière son microphone, Henri Sellier, maire de Suresnes, ministre de la Santé au moment du Front populaire. Sellier est le grand organisateur de la politique du logement social dans la région parisienne. C'est aussi un observateur attentif des politiques menées dans le reste de l'Europe. Il s'intéresse à la politique de Vienne, de la municipalité de Vienne, il s'intéresse à la politique des Allemands et des Néerlandais. André Morizet, autre sénateur et maire de Boulogne-Billancourt, Morizet sera de façon tout à fait symptomatique le premier auteur à publier un livre significatif sur Haussmann en 1932, et il imagine l'extension des logiques haussmanniennes à la banlieue et en particulier à sa commune. Enfin, à droite, plus romantique, un peu moins institutionnel, Paul Vaillant-Couturier, dirigeant communiste, plutôt hostile à la ligne classe contre classe, à la ligne sectaire du Parti communiste français au début des années 30, et qui va, en tant que maire de Villejuif, au sud de Paris, être très actif dans le champ de l'architecture. Ce sera aussi l'un des auteurs d'un projet de loi tendant à la création d'un ordre des architectes qui ne passera pas pendant la Troisième République, mais sera validé sous le régime de Vichy. Alors, revenons sur le terrain. Sur le terrain, nous trouvons d'autres figures, et je ne voudrais pas donner l'illusion que seules les forces politiques sont actives. Une composante fondamentale de la vie urbaine et de l'action dans le domaine de l'architecture, c'est le milieu des réformateurs catholiques. Ce sont ces catholiques qui s'indignent et qui combattent la déchristianisation de la région parisienne. Et ici, nous voyons notamment un livre célèbre du père Land qui va créer un mouvement massif de construction d'églises en région parisienne. Les chantiers du Cardinal prolongeront l'action de Land et aboutiront à la construction d'églises de toute taille pour éviter que ces périphéries soient totalement perdues par l'Église. En matière d'urbanisme, les choses commencent à se préciser à partir de 1919, c'est-à-dire après le vote de la loi Cornudet de la même année, qui prescrit aux villes d'élaborer des plans d'aménagement, d'extension et d'embellissement. C'est donc cette année-là que se tient le concours pour le plan d'extension de Paris, qui est gagné par Léon Jossely, dont j'ai déjà parlé. Léon Jossely, entre Barcelone et Paris, avait travaillé à Berlin et avait élaboré un plan très remarqué pour Berlin, difficile à voir ici. Vous comprenez simplement qu'il s'était intéressé au système industriel, aux voies ferrées et au système de parcs. On retrouve ces hypothèses à Paris. Paris est perçu par Jossely comme ce qu'il appelle un unique organisme économique. Il applique à Paris les positions de l'Organisation scientifique du travail, de Taylor, en insistant sur le fait que la finalité d'un plan d'urbanisme, c'est de raccourcir les distances
c'est de permettre d'éviter les temps morts dans la vie quotidienne de l'agglomération. Son plan est donc moins un dessin qu'un principe d'organisation tout à fait élaboré. D'autres projets sont remis à ce concours très important et assez, je dirais, assez peu étudié aujourd'hui, en tout cas pas de façon systématique. L'idée de la cité-jardin propagée par Benoît Lévy s'y diffuse, et vous voyez notamment ici une hypothèse loufoque de création de plusieurs chapelets de cités-jardins autour de Paris, le projet d'un Anglais, Barrington, et de Fort-du-Jarric, qui est parfaitement irréaliste et absurde. En revanche, on trouve aussi sur le thème de la cité-jardin le projet de Bassompierre et de Ruté, qui est l'idée de créer dans le sud de Paris, en liaison avec l'action du Conseil général de la Seine, une très grande extension urbaine dans le dessin de laquelle, comme vous le voyez, se conjuguent les systèmes axiaux aux Beaux-Arts et les compositions pittoresques explorées par les architectes de la cité-jardin britannique. La question politique, ceci dit, reste au centre de l'aménagement de Paris dans l'entre-deux-guerres. La ceinture rouge est considérée comme une menace, ici, par les forces conservatrices. Elle a une très grande réalité électorale, et vous le voyez sur cette carte des élections de 1935, qui tranche évidemment avec la carte des élections de 2014. La ceinture est complètement rouge. La seule exception blanche ici n'est blanche que parce que le maire de Saint-Denis, Jacques Doriot, a quitté le Parti communiste pour créer un parti fasciste français. Donc en fait, il s'en est fallu de quelques mois pour que le dessin soit complètement rouge. Donc la réalité est une réalité très complexe, très tendue politiquement, où le spectre des révolutions russes et allemandes, évidemment, effraie les élites, et des hypothèses sont faites par toute une série de réformateurs, ici par un professeur de littérature française à l'université de Stanford, Albert Guérard, qui essaye dans son livre L'avenir de Paris de définir Paris, qu'est-ce que le Grand Paris, et qui essaye ensuite de proposer un zonage en créant une zone gouvernementale, c'est-à-dire une sorte de nouveau Versailles, si l'on pense au syndrome de la Commune, qui échapperait à la pression de la populace parisienne. Et surtout, finalement, il propose de manière très explicite de transformer la ceinture rouge en ceinture verte en réalisant des plantations et en concentrant les industries dans des zones considérées comme perdues d'avance. Vous voyez cette vaste zone industrielle qui, très curieusement, correspond assez à une partie de ce que sera la Seine-Saint-Denis lors de la réforme des départements français dans les années 1960. Les instances politiques se saisissent des enjeux urbanistiques, et ici, vous voyez l'ensemble des projets qui sont discutés en 1920 et 1930 par le Conseil général de la Seine, qui est à l'époque dominé par la gauche. Paris, intramuros, est dominé par la droite. Le Conseil général de la Seine est dominé par la gauche et prévoit des transformations de grande importance. La création d'un métro régional, dont vous voyez les deux branches, la création de villes nouvelles, notamment à la Courneuve et à Rungis. Pourquoi ? Parce que ce sont des terrains que le Conseil général avait acquis à partir de la guerre sur la recommandation des premiers travaux sur l'extension de Paris. Donc il y a un travail très systémique sur la transformation métropolitaine de Paris qui s'inscrit, et je voudrais insister sur ce point, dans une certaine longue durée, puisque l'hypothèse de ce métro régional formulée ici en 1924, discutée en 1924, elle aboutira 50 ans plus tard avec l'ouverture des premiers tronçons du réseau express régional. C'est un projet qui est un projet fondé sur le chemin de fer. Ce ne sera pas le cas pour le premier plan régional de Paris élaboré entre 28 et 34 par Henri Prost, qui est un document extrêmement important, qui est un document très conservateur démographiquement. La région parisienne n'est pas censée croître au-delà de 5 millions d'habitants. Par comparaison,
le plan régional de New York, élaboré exactement au même moment, a une visée extrêmement optimiste sur le long terme de l'agglomération. Ce n'est pas un plan qui dessine les espaces urbains, mais qui essaye de définir quelle sera la destination d'usage et quelle sera la densité des différents territoires composant l'agglomération. C'est par ailleurs un plan routier, et j'insiste sur cet aspect. Vous voyez ici un des premiers dessins de l'autoroute de l'Ouest reliant l'Étoile à Saint-Germain-en-Laye. C'est un plan dans lequel, pour la première fois, la logique du Fordisme est appliquée à la région parisienne. L'idée de la production massive d'automobiles à bon marché et la transformation donc des schémas de circulation de l'agglomération. En parallèle, entre 1919 et le concours de 1919 et le plan Prost, des projets de ville nouvelle apparaissent à l'initiative du public et du privé. Le projet de La Courneuve est élaboré en association avec les chemins de fer du Nord et leur responsable Raoul Dautry. Donc c'est un projet avec lequel le privé et le public, je dirais, tricotent les espaces urbains de la ville. Vous voyez ces places qui sont articulées au tracé de ce nouveau chemin de fer. À droite, le projet de Belle-Épine, que l'on a oublié, est un projet qui est imaginé sur les terrains où plus tard le marché d'intérêt national de Rungis sera créé. Et c'est un projet lancé par la SAGI, c'est-à-dire la Société d'économie mixte, qui à l'époque est active sur les terrains des fortifications. C'est donc un projet parfaitement privé qui sera totalement interrompu au stade des études par la crise. L'idée d'un Paris métropolitain, d'un Paris transformé, modernisé, n'est pas qu'une idée de plan, c'est aussi une idée architecturale qui se manifeste au travers des rêveries de certains architectes, de Perret ou de Le Corbusier, et de façon très concrète, à l'initiative d'abord de privés, ensuite à l'initiative d'entités publiques qui suivent le train. En 1929, Léonard Rosenthal, qui est un marchand de perles et un entrepreneur urbain tout à fait intéressant, organise un concours sur les terrains du Luna Park à la Porte Maillot, de manière en fait à essayer d'en obtenir la concession, et il invite Sauvage, Mallet-Stevens, Perret et Le Corbusier à imaginer ce que serait un quartier vertical à Paris. C'est un projet, un concours très, très remarquable qui n'a aucune suite. Rosenthal n'avait pas les terrains. La suite, c'est que le département de la Seine et la ville de Paris s'en inspirent pour lancer l'année suivante, ou 2 ans après, un concours sur la voie reliant l'étoile ici à la Défense, sur lequel on voit apparaître à la fois des gratte-ciel très fantasmatiques et des gratte-ciel plus concrets, comme ceux que Carlu, en bas, qui avait été aux États-Unis, imagine. Dans le même temps, les transformations concrètes s'engagent où ? Eh bien, où les terrains sont disponibles. Et les terrains disponibles, ce sont ceux de l'enceinte de Thiers, c'est ceux de l'enceinte créée en 1840 qui ont été détruits en 1919. Et c'est sur ces terrains que s'édifie un nouveau rempart de logements sociaux à l'est, de logements pour la classe moyenne à l'ouest, au bord desquels 50 000 habitants continuent à peupler la zone. Une très bonne représentation de cette limite de Paris, de ce collier de misère, pour citer un observateur qui entoure la ville lumière. Vous la voyez ici dans le nord de Paris, les nouvelles habitations à bon marché construites sur les bastions et dont elles gardent pour une certaine part l'échelle et la zone de 300 à 400 mètres de profondeur avec son bidonville linéaire. À l'intérieur de Paris, l'action publique s'efforce d'intervenir sur les îlots dits insalubres, c'est-à-dire en application du travail des hygiénistes d'avant 1914, et notamment de Paul Juillerat, qui avait créé un casier sanitaire des maisons, les ordonnant selon le degré de mortalité ou de morbidité
tuberculeuse de leur population. Vous voyez ici, présenté sous Vichy, j'y reviendrai la semaine prochaine, présenté dans le cadre d'une stigmatisation des populations pauvres de Paris, des images de certains de ces quartiers. Ils sont au nombre, les îlots insalubres stricto sensu sont au nombre de 17, tels qu'ils sont définis après la guerre de 14, et je ne résiste jamais à montrer, à comparer cette carte des îlots à celle que publie l'illustration sous l'occupation pour montrer que ces îlots coïncident avec les plus fortes densités de bistrots dans Paris. Donc, ici, une politique hygiéniste qui d'abord procède par l'analyse, l'identification, les démolitions parfois. L'îlot insalubre numéro 1 est situé en plein centre de Paris, voit ses bâtiments détruits en 1939, et c'est sur cet îlot que sera construit, parce que le terrain était miraculeusement disponible, le centre Pompidou dans les années 70. Donc ici encore, vous voyez comment les stratégies de 1918 continuent à définir celles des années 70 et au-delà. Il y a quelques concours, quelques moments contradictoires dans cette politique des îlots insalubres, et le plus intéressant intervient en 1935. Beaucoup des projets ont été perdus, mais vous voyez ici sur l'îlot insalubre numéro 6 qui se situe au nord du faubourg Saint-Antoine, à la fois la proposition de grands immeubles à Redans de Le Corbusier, qui fait passer dans ce quartier la grande autoroute Est-Ouest qu'il imagine pour Paris, et vous voyez une proposition bien plus conservatrice dans laquelle on retrouve au fond ce qu'avaient été les hypothèses d'Augustin Rey, c'est-à-dire l'idée d'îlots ouverts comme ceux de la Fondation Rothschild. Rien de tout cela ne sera réalisé. Je ne parlerai pas de Le Corbusier, mais j'en dis simplement un mot. Si Le Corbusier imagine d'abord son plan voisin en 1925, l'idée de remplacer le centre de Paris par une cité des affaires, s'il élabore en 1933 un immeuble sur un des derniers bastions de l'enceinte de Thiers, dans le sud de Paris, au droit de la poterne des Peupliers, c'est parce qu'il est un excellent observateur des politiques parisiennes. Et donc, je dirais que, bien qu'il n'ait aucun lien politique, ou très peu de lien politique avec les dirigeants parisiens, on peut voir l'ombre portée des questions débattues alors dans ces projets. Un des aspects très importants de la transformation de la France dans cette période, c'est la modernisation technologique, le développement de la grande industrie, avec ces deux composantes que sont le Fordisme, la production en série de produits relativement complexes et relativement abordables, par des ouvriers payés de manière parfois à pouvoir les acquérir, et puis le taylorisme, qui est la rationalisation du poste de travail. Dans le champ de l'architecture, et notamment celui de l'habitation, ces logiques se retrouvent au travers de l'action de certains réformateurs ou réformatrices. Ainsi, Paulette Bernège, militante de l'organisation ménagère, publie en 1928 ce petit livre « Si les femmes faisaient les maisons », dont la logique est totalement tayloriste. L'idée de raccourcir le parcours entre la cuisine et la salle à manger, car il représenterait plusieurs milliers de kilomètres dans la vie cumulée d'une ménagère qui irait de l'une à l'autre, est une idée frappante, et Paulette Bernège militera pendant ces années pour réformer l'intérieur domestique. Elle le fera jusqu'aux années 50. Alors je voudrais, pour conclure ou pour poursuivre le propos, revenir sur les projets principaux réalisés dans les périphéries, et notamment dans la périphérie parisienne. Rappelez-vous la carte de l'architecture d'aujourd'hui. C'est dans la périphérie que s'organise la rencontre entre une architecture nouvelle et radicale et les politiques sociales, en particulier à l'initiative d'Henri Sellier. Cette pieuvre des réalisations, cette araignée des réalisations de l'Office public d'habitation de la Seine trouve sa tête dans les bureaux de Sellier, dans le Marais. Et cette pieuvre, elle est marquée
sur le terrain. Elle marque sa présence par un ensemble très changeant, très rapidement changeant, de réalisation cité-jardin sur un modèle, je dirais, anglo-normand, comme celle de la petite cité de Drancy, construite en 1922. Ensembles qui sont plutôt des faubourgs, des appendices aux villes existantes, comme la cité-jardin de Suresnes, au début des années 20. Vous voyez comment ici la ville de Suresnes et le fort du Mont Valérien, et vous voyez comment cette cité-jardin est une sorte de pseudopode de la ville, et non pas du tout une entité à part entière. La notion de cité-jardin formulée par Howard, l'idée d'une agglomération autonome au sein d'une entité autonome au sein d'une méga-agglomération, cette idée est totalement abandonnée. Ici, à Stein, en revanche, ce qui n'est pas abandonné, ce sont les figures, les tracés, les clos, les impasses, les cul-de-sac, les alignements interrompus et animés par des retraits de la pratique de la cité-jardin telle que Unwin l'avait développée en Angleterre. Ces éléments sont présents, mais dans le même temps, ces ensembles ont une très très forte parenté avec ceux qui sont créés dans le centre, dans Paris intramuros. Ce qui est intéressant dans tous ces programmes, dans beaucoup de ces programmes, c'est l'émergence d'une centralité nouvelle, et notamment autour d'équipements collectifs qui ne sont pas des mairies, qui ne sont pas des églises, mais qui sont des équipements hybrides, naviguant entre mutants, naviguant entre la maison du peuple social-démocrate ou coopérative d'avant la guerre de 14 et le théâtre, et parfois incluant d'autres composantes. Ici, celle de Stein, qui est au milieu de la cité. D'autres logiques apparaissent aussi, des logiques sérielles, presque mécaniques, comme dans le cas de cette cité du Plessis-Robinson, dans laquelle s'opère le divorce entre la maison et le jardin, puisque les jardins sont devenus des parcelles au milieu des grands U de ces bâtiments en béton qui étaient assez peu confortables pour être mesurés et qui ont été largement détruits par le maire du Plessis-Robinson qui en trouvait les habitants mauvais électeurs. Ici, les exemples qui sont discutés, non pas abstraitement, mais concrètement. Henri Sellier les connaît bien. Henri Sellier qui écrit dans la revue de l'Institut d'urbanisme sur l'administration viennoise ou les problèmes du Grand Berlin, envoie ses architectes systématiquement par le train de nuit visiter Rotterdam, l'ensemble de Oude, ensemble fonctionnaliste remarquable de Oude d'une part, mais aussi les cités d'Ernst May, et notamment dans le rapport qu'elles ont avec le paysage. Et c'est ce qui aboutit à la construction, à la réalisation de cités d'une deuxième génération, plus complexes, comme celle de Châtenay-Malabry, construite au début des années 30, dont la composition est une composition beaucoup plus raffinée, et dans le même temps marquée par un élément nouveau, qui est la tour d'habitation, qui est un élément très clair et très important de la politique de Sellier, cette tour d'habitation, cette tour qui n'est ni le clocher de l'église, qui n'est ni le beffroi de l'hôtel de ville, et donc une sorte de représentation, de cristallisation de cette collectivité nouvelle qui se constitue dans les ensembles d'habitation, une collectivité libérée de la grande ville, mais qui se reconnaît avant tout et qui s'identifie avant tout à ce qu'elle partage une position sur les marges de la grande ville, et peut-être aussi à ce qu'elle a une certaine homogénéité sociale et générationnelle. Donc c'est le sens de cette tour isolée de Châtenay-Malabry. Le sens des tours de la cité de la Muette, qui est achevée au même moment, peut-être un petit peu plus tard, en 1934, par Baudouin, Lotz, Bodianski, et avec la participation de Prouvé, est tout à fait différent. L'ensemble de la Muette, présenté comme le premier ensemble de gratte-ciel de la région parisienne, est une application systématique du Fordisme. Le chantier est organisé avec une usine de préfabrication que vous voyez ici,
et une bande transporteuse qui permet d'en distribuer les produits autour de la cité où ils sont assemblés sur des ossatures métalliques. Ici, vous voyez la maquette et les panneaux assemblés sur cette ossature. Cette cité est présentée comme un pas en avant en matière de productivité, en matière de quantité bâtie également. Elle anticipe très clairement sur le modèle des grands ensembles. Elle fait immédiatement l'objet d'une réception très divisée, célébrée par les architectes. Elle est visitée aussi bien par les Français que par les Russes, qui publient des textes dithyrambiques sur elle, que par des nazis. Un des derniers numéros de la revue berlinoise Wasmuth, qui s'appelle à l'époque Monatshefte für Baukunst, cahier d'architecture en 1939, au moment où éclate la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, le dernier numéro d'avant-guerre est consacré à une célébration de cette cité. Je reviendrai à un autre moment sur son destin. George Nelson, architecte américain qui publie en 1935 aux États-Unis un article sur Eugène Baudouin, des architectes de la cité, écrit « Cet ensemble d'habitations, l'un des meilleurs d'Europe, n'apporte pas le bonheur aux mal logés de Drancy. Les tours sont trop hautes, trop propres, trop comme New York. » Donc vous voyez cette image des premiers gratte-ciel de la région parisienne qui est considérée comme étant inadéquate par les observateurs américains. En marge de ces ensembles d'habitations, une autre politique se développe, qui est la politique des équipements collectifs, et qui va permettre la réalisation des ensembles parfois les plus élégants et les plus systématiques dans leur application des éléments de la méthode et du langage moderne. Ici, l'URSA et son groupe scolaire de Villejuif, qui est construit en 1933 entre les champs et les lotissements, et qui est intéressant non seulement parce qu'il utilise de façon systématique, voire extrémiste, les éléments de langage proposés par Le Corbusier, les pilotis les plus nombreux, les fenêtres en longueur les plus longues, les toits terrasses les plus terrassants. Bref, il y a une sorte d'hyper-corbusianisme chez cet architecte qui, par ailleurs, était extrêmement jaloux, envieux de Le Corbusier. Dans le même temps, il y a un projet d'urbanité suburbaine, si je puis dire. C'est un ensemble qui est là, situé avec l'école, l'ensemble sportif, et entre les deux, une avenue bétonnée, mais qui mène de nulle part à ailleurs, d'un nulle part à un autre, et qui est simplement là en attente de la ville qui va grandir autour. Donc il y a ici une vision prospective dans cette municipalité qui est encore une fois celle de Vaillant-Couturier, qui va faire une des démonstrations politiques les plus fortes de l'entre-deux-guerres à partir de ce bâtiment. Un autre projet scolaire aussi réalisé par Baudouin et Lotz à Suresnes, c'est l'école de plein air qui s'inscrit dans un mouvement européen qu'Anne-Marie Châtelet a très très bien présenté pour lutter contre la tuberculose et renforcer la race grâce à son exposition au soleil. Ici, le bâtiment est assez différent de celui de l'URSA, qui comporte également d'ailleurs sur la terrasse des couchettes en béton pour la sieste antituberculeuse. Ici, le bâtiment est différent par son déploiement sur le terrain, par son aspect beaucoup plus mécanique et beaucoup plus paysager tout à la fois. Je voudrais terminer en revenant sur les questions de la centralité que j'ai évoquées. Un des grands problèmes des maires des grandes villes de banlieue, et ici deux exemples qui sont les plus remarquables et les seuls à atteindre une certaine complexité, donc Morizet à Boulogne à gauche et le docteur Lazare Goujon à Villeurbanne à droite. Leur problème est de faire exister leur commune de manière monumentale, de la faire exister comme entité urbaine complexe à côté d'un centre qui les écrase. C'est évident pour Boulogne-Billancourt, qui est une ville d'environ 100 000 habitants, à côté d'un Paris qui en compte un peu plus de 2,5 millions, un peu moins de 3 millions à l'époque. C'est le cas pour Goujon.
avec 30 000 habitants à côté de Lyon, qui doit en compter 300 000 alors. Et donc, ces villes se recomposent, se transforment, notamment à Boulogne avec l'annexion de Billancourt et la création de voies nouvelles, et donc la centralité se déplace, et avec elle apparaissent de nouveaux édifices au service des politiques sociales. Ici, à Boulogne-Billancourt, Tony Garnier et Jacques de Baponçon élaborent un hôtel de ville qui est à la fois un palais, le palais des réceptions, la salle des fêtes, des mariages, et une usine, cette espèce d'usine dans laquelle, qui ressemble aussi fortement à une piscine, dans laquelle les services sociaux sont implantés, et éclairés par ces verrières tout à fait splendides. Flairant l'occasion et voulant séduire Morizet, Le Corbusier, dont je parle quand même ici un peu, proposera en 1938 de ceinturer cet hôtel de ville que vous voyez ici par les édifices de ce qu'il dénomme Grand Place. C'est-à-dire qu'il va proposer finalement d'aller jusqu'au bout de la démarche de Morizet qui avait jonché ces espaces centraux de Boulogne de grands édifices, l'hôtel de ville, la poste, etc., mais qui n'avait pas véritablement résolu la question du paysage monumental. Le Corbusier le lui proposera en vain. Enfin, Villeurbanne, c'est une opération remarquable à plus d'un titre, menée en 1931-1934. Elle est remarquable par son mode de production, la création d'une société d'économie mixte qui opère de manière autonome et qui donc se substitue à la fois à la ville et au privé. L'idée d'une centralité marquée par deux édifices un peu caricaturés sur cette image que sont l'hôtel de ville et le palais du peuple, maison du peuple, théâtre, brasserie, piscine, un grand édifice qui concentre toutes ces fonctions associatives, comme on l'a vu déjà dans les cités-jardins auparavant, et bien sûr un ensemble de plus de 1200 logements construits avec une ossature métallique et un système de gradins de bâtiments en retrait. On peut faire beaucoup d'hypothèses sur l'origine de ces retraits, évidemment inspirés des expériences américaines telles que les consolide le règlement d'urbanisme de New York de 1916. L'ingénieur municipal Fleury avait été en poste à Reims auparavant. Au moment où y travaillait George Ford, qui avait été urbaniste américain, qui avait été un des auteurs du règlement de New York. Donc l'hypothèse d'une connexion très directe entre le maître d'ouvrage, la ville de Villeurbanne, représentée par Fleury, et New York est possible. L'architecte ayant monté l'opération, Maurice Leroux, restant aujourd'hui quelqu'un d'extrêmement mystérieux et sans doute pas quelqu'un d'extrêmement international et cultivé. Alors, ma dernière image, c'est celle d'un équipement remarquable sur lequel on pourrait dire bien des choses. La Maison du Peuple, construite par Baudouin, Lotz et Bodianski avec la contribution de Jean Prouvé pour ce qui est de tous les éléments métalliques et peut-être pour ce qui est de la rationalisation du projet dans son ensemble. C'est un édifice qui est à la fois dont la genèse tient beaucoup aux propositions des architectes et pas simplement aux attentes de la mairie SFIO de la ville. C'est un édifice à transformation dans lequel, comme l'a noté Bruno Reichlin, le fonctionnalisme analytique des débuts de l'architecture moderne, que représente par exemple le Bauhaus de Dessau, l'idée d'isoler dans des entités autonomes les différents usages d'un bâtiment, est remplacé par un fonctionnalisme synthétique, c'est-à-dire par l'intégration de ces différentes composantes. Ici, le marché, un théâtre, salle de cinéma pouvant devenir aussi salle de bal, intégré dans une sorte de fonctionnalisme synthétique, donc, qui se réalise dans le temps. C'est par la variation dans le temps du bâtiment, l'ouverture de la toiture, vous la voyez ici cette toiture qui coulisse,
Le plancher de la salle du premier étage, qui est dans le même temps le plafond du marché, peut se replier, et donc le bâtiment peut devenir un bâtiment à patio ouvert et le marché se tenir partiellement à l'air libre. Donc c'est la variation dans le temps de cet édifice, devenu une véritable machine publique qui en fait ce nouveau type de fonctionnalisme dont la Seconde Guerre mondiale interrompra évidemment le fonctionnement. Ce qui est remarquable aussi dans cet édifice, et je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'il s'agit finalement peut-être de la seule rencontre avec quelques autres projets de l'équipe Baudouin, Lotz, Bodianski plus prouvé. Il s'agit sans doute d'un des rares moments où l'architecture rencontre ce que l'on pourrait appeler la culture technique moderne de la France de l'entre-deux-guerres. C'est ici que la traction avant de Citroën et que les avions de Potez ou de Morane-Saulnier rencontrent l'architecture, grâce notamment au travail de Prouvé et grâce au travail d'emboutissage, d'assemblage des éléments métalliques qui donc font de cette architecture non seulement l'expression de ces politiques sociales réformistes, mais aussi l'expression d'une architecture qui entendait répondre aux attentes suscitées par la machine. Merci.